Matin pour vous faire une conférence donc, sur l'intelligence végétale. Monsieur François Bouteau est maître de conférence à l'Université Paris Diderot et également chercheur au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Donc, Monsieur Bouteau, je vous laisse commencer. Bien, merci beaucoup pour cette introduction et puis merci pour l'invitation et cette occasion de vous présenter un peu ce champ. Alors, j'ai mis un titre, l'intelligence végétale, comme c'était indiqué dans votre parcours, mais vous allez voir que je vais vous présenter des données. Je ne suis pas sûr de vous donner la réponse finale parce que, en général, je mets un point d'interrogation en présentation. Je vous laisserai, vous, évaluer ce que vous pensez de ces données pour vous faire votre propre opinion. Donc, qu'est-ce que l'intelligence? Donc, vous êtes sur un cycle de conférences, si j'ai bien suivi, donc vous avez peut-être déjà eu des informations, mais la façon dont j'ai démarré ça, c'est que je suis allé regarder sur Internet en tapant sur un moteur de recherche très connu, on met qu'est-ce que l'intelligence et on regarde les images qui sortent. Et puis la première qui sort, bien sûr, c'est un cerveau d'homme ou de femme, hein, bien sûr, je ne fais pas de différence entre les deux ici. Et puis là, vous avez des petits engrenages, c'est la photo en haut à gauche. Donc ça montre bien ce qu'on met derrière. Excusez-moi, mais j'ai l'impression Là, on est nous sur la première slide encore. Ah. Et elle n'est pas en plein écran, si vous pouvez éventuellement... Moi, je suis en plein écran. Alors là, je ne sais pas comment faire du coup. Nous, on voit vraiment le PowerPoint avec la première slide, mais pas en plein écran. Là, ça passe pas les slides. Non. On les voit. Enfin, moi, je ne les vois pas défiler. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Mais... Alors... C'est pareil pour moi. D'accord, oui. Alors, je ne sais pas comment... Ah, j'ai peut-être une flèche pour faire passer en bas. Est-ce que là, ça passe? Non, toujours pas. Est-ce que par hasard, le PowerPoint n'est pas ouvert sur deux fenêtres chez vous? Et il y en a une qui défilerait et pas l'autre? Alors, je vais vérifier ça. Ah, là, on voit la deuxième slide. Je ne sais pas... Mais la slide n'est pas en diaporama, en fait. Oui, parce que je suis revenu à la... Là, je pense qu'on voit bien votre écran parce que je vois votre souris bouger, donc... Ouais, alors ce que je peux peut-être essayer de faire, du coup, c'est plutôt agrandir ça. Excusez-moi, c'est peut-être pas idéal, mais je ne sais pas trop comment, du coup... Est-ce que comme ça, vous voyez à peu près? C'est mieux, oui. On arrive, en tout cas, moi j'arrive à lire ce qui a marqué sur la slide. Bon, écoutez, je suis désolé, mais pour l'instant, je crois que c'est ce que je peux faire de mieux. Bah, écoutez, ça devrait fonctionner comme ça, je pense. Bon, ok, bon, désolé pour ces petits problèmes techniques. Donc, je reprends. Donc, je vous expliquais que sur le schéma où on voit un cerveau en bleu avec des engrenages, là, donc c'est un peu une des premières types d'images qu'on trouve quand on cherche des images sur l'intelligence, je veux dire. Et puis, bien sûr, l'intelligence, on a tout de suite des renvois vers la neurobiologie. Parce qu'un cerveau, c'est plein de neurones, hein, c'est la boîte crânienne qui est remplie de neurones. Et donc, la neurobiologie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'étude du système nerveux et du comportement animal et humain. C'est la pièce maîtresse de la neurobiologie, donc de ce cerveau, c'est le fameux neurone. Donc, vous avez un petit schéma en haut à droite que vous devez déjà connaître, avec un corps cellulaire. Donc, c'est dendrites, les extensions, et puis l'axone, qui permet de la transmission d'un signal le long du neurone, et donc qui permet les mouvements plus loin. Donc, quand on a transmission d'un signal dans un neurone, qu'est-ce qui est transmis? C'est un signal électrique. Donc, c'est le petit schéma que vous avez en haut à droite. Hein, vous voyez, en fonction du temps, une variation du potentiel électrique qui est typique de ce qu'on appelle un potentiel d'action. Et puis, les neurones, comme ils ne font pas tout le corps en entier, il y a des connexions entre des neurones. Et donc, on a des synapses. C'est le petit schéma qui est en bas à droite. Et donc là, vous avez des échanges chimiques avec des neurotransmetteurs. Et donc là, vous avez en gros la machinerie
donc propre à la neurobiologie qu'on associe à l'intelligence chez les humains. Donc, comment ça marche, cette neurobiologie et donc les neurones dans ce cerveau? Eh bien, vous avez, c'est ce qu'il y a en colonne en couleur au centre. Hein. Vous avez un événement qui arrive. Alors, ça peut être je sais pas, une brûlure, par exemple. Vous avez un signal donc, qui est transmis, qui est perçu par l'organisme. Et puis, il est perçu, si vous vous brûlez un doigt, au niveau du doigt. Le signal électrique, après la perception, il va passer via les neurones et les neurotransmetteurs de la neurone jusqu'au cerveau. Le cerveau va faire une intégration de tout ça, prendre une décision. Et il va renvoyer un signal donc, pour s'allier à cet événement. En l'occurrence, si vous mettez la main sur une plaque chaude, ça va être de lever la main. Donc voilà votre circuit de neurobiologie, enfin un circuit de neurobiologie simplifié. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi associer à la sensibilité, puisqu'en fait, c'est la sensibilité aux perceptions, aux stimuli extérieurs. Donc, c'est les propriétés d'un être, d'un organe, de réagir de façon adéquate aux modifications de son milieu. Donc, l'intelligence, ça sert notamment à ça. Donc, si on s'intéresse aux plantes, les premières choses qu'on peut se dire, c'est que les plantes, elles n'ont pas de neurones. D'accord ? Donc ça, c'est très clair. Il n'y a aucun neurone chez les plantes. Donc, pour parler de neurobiologie, on n'est pas forcément bien parti, je dirais. Et ce que je vous ai mis en bas à gauche, donc le schéma, en fait, c'est un schéma qui montre les classifications. Alors, c'est même pas uniquement du vivant, parce qu'on commence par les pierres, hein, c'est la première colonne à gauche. Et c'est des classifications qui sont issues extrêmement anciennes, hein, depuis Aristote, donc et les Grecs, et qui ont été reprises tout au long du Moyen-Âge. Ça, c'est un schéma qui date du Moyen-Âge. Et en fait, c'est une classification des choses et des vivants. Et donc, la première colonne, c'est les pierres, hein, les roches. Et donc, en bas, il y a écrit Est, donc ça existe. Voilà. Et vous voyez que là, ce que j'ai entouré à droite, c'est ce qui vient juste après les cailloux. En gros, c'est les plantes. Donc, les plantes, ça existe et c'est vivant, vivite, c'est marqué dans la colonne. Après, vous avez les animaux, vous avez un petit cheval. Donc, il vit et il est sensible. Donc, il est capable de percevoir des signaux. Mais vous voyez que dans cette classification qui est extrêmement ancienne, eh bien, les plantes ne sont pas sensibles. Et puis, bien sûr, vous avez la quatrième colonne où vous avez existant, vivant, sensible et intelligent. Et là, au-dessus de l'animal, vous avez l'homme. Donc, vous avez cette classification en échelle qui existe depuis extrêmement longtemps et qui, en fait, imprègne nos cultures. On est très souvent encore dans cette façon de penser à l'heure actuelle. Et ce qui fait que vous avez les deux petits schémas en haut à droite, où vous avez la classification en échelle, donc avec un cactus, un scarabée, un poisson et l'homme en haut avec sa couronne. Et en fait, on sait que d'un point de vue actuel, donc ce qu'on appelle de phylogénie moléculaire, donc toutes les analyses de l'évolution des vivants, hein, donc depuis ce qu'on a vu l'apparition de la vie, en fait, ce qu'on sait, c'est que tous les organismes vivants actuellement, eh bien, ils sont aussi évolués, parce qu'ils ont tous évolué à un temps aussi long. C'est juste qu'ils ont des chemins évolutifs différents, et donc ils ont des formes et des aptitudes différentes. Donc en gros, il n'y a pas d'être supérieur à un autre, c'est juste qu'ils ont des aptitudes parce qu'ils ont suivi des chemins évolutifs différents. Donc ça, c'est ce que nous donnent les informations de phylogénie moléculaire à l'heure actuelle. Et donc dans ce cadre-là, on sait qu'il y a des ancêtres communs, et donc il y a certainement des aptitudes communes qui existent et qui ont été utilisées différemment par les organismes, donc en fonction de leur choix d'évolution, enfin de leur évolution, on va dire. Excusez-moi. Oui. Oui, il y a une question dans le chat qui demande la neurobiologie et l'étude du système nerveux du corps humain. On différencie l'animal de l'humain? Non. En fait, alors, les animaux, c'est l'étude de la neurobiologie. On ne différencie pas les humains d'animaux. Enfin, bien sûr, il y a des laboratoires qui sont spécialisés sur l'humain. Hein. Mais si vous voulez, les neurones, on en a chez quasiment tous les animaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que je n'aurai pas le temps, mais il faut savoir qu'il y a des animaux qui ont des neurones mais qui n'ont pas de cerveau. Donc ça, c'est des animaux comme des huîtres, des choses comme ça, des animaux qui sont beaucoup moins développés de ce point de vue-là. Mais donc la neurobiologie, c'est l'étude de la biologie des neurones. Donc tous les organismes qui ont des neurones sont susceptibles d'être étudiés par la neurobiologie. Voilà. Donc, si je reprends maintenant ce que je vous disais, c'est que moi, la question, ce que je vais aborder là principalement, c'est la sensibilité.
D'accord, hein. Donc, je les plante dans la classification, vous voyez, elles sont vivantes. On pense, enfin, dans les classifications anciennes, qu'elles ne sont pas sensibles, et donc pas intelligentes a fortiori. Donc, on va commencer par voir si elles sont sensibles. Donc, elles sont capables de sentir, d'entendre, de communiquer, de voir. Donc, c'est ça que je vais tâcher de vous illustrer maintenant. Donc, percevoir leur environnement, donc être sensible à leur environnement. La perception de la gravité. Alors ça, c'est des vidéos, donc vous allez me dire si vous arrivez à les voir, je les lance, je ne sais pas, les voyez. Mais donc là, c'est des petits Oui, graines. on les voit. Pardon? On les voit, les vidéos. Ok, super. Donc vous voyez que vous avez sur cette graine une racine qui va dans l'eau et qui va s'orienter petit à petit, je la relance, dans le sens de la gravité. Et puis les parties aériennes qui vont donner les tiges feuilles qui partent vers le haut, elles. Donc là aussi, elles sont capables de percevoir la gravité pour tenter. Donc ça, c'est une première information que tout le monde est capable de repérer et de voir hein, quand vous avez une graine qui germe. Mais ça implique quoi? Ça implique que cette graine, elle est capable de percevoir des stimuli extérieurs, en l'occurrence ici, la gravité. Alors, les plantes, elles sont réputées pour ne pas bouger. C'est vrai qu'elles sont ancrées dans le sol, mais si on accélère un peu le développement d'une plante, hein, on se rend compte que finalement, elle bouge pas mal. Donc là, c'est sur plusieurs jours hein, que ces plantules poussent, mais vous voyez qu'elles bougent, elles se touchent, il y a des mouvements. Donc en fait, c'est juste que ce n'est pas à la même échelle de temps que nous, on a nos mouvements. Donc nous, on bouge beaucoup plus rapidement qu'elles, donc on ne voit pas forcément ces mouvements. Alors, une autre illustration de la capacité de perception, vous avez tous entendu parler des tournesols. Donc, comme leur nom l'indique, tournesol, ils se tournent vers le soleil. Donc, ils sont capables de s'orienter. Pour ça, il faut qu'il y ait un mouvement. Et autre chose que vous avez peut-être déjà vu, si vous avez des plantes chez vous et qui ne sont pas près d'une source de lumière, hein, c'est un peu la photo qui est à droite, vous voyez que ces plantes, elles sont capables de s'orienter pour aller chercher la lumière. Donc, ça veut dire qu'elles sont capables de percevoir la lumière. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles voient, effectivement, mais elles sont capables de percevoir l'origine d'une source lumineuse et donc de se diriger vers cette source parce qu'elles en ont besoin pour faire leur photosynthèse, comme vous le savez certainement, puisque la photosynthèse, ça nécessite du CO2 et de la lumière sous forme d'énergie, des sels minéraux, de l'eau, et tout ça, ça va vous donner des molécules organiques, donc la matière de laquelle la plante va se construire. Alors, un peu plus... un peu moins connu peut-être, mais bien qu'il commence à avoir pas mal d'études là-dessus, c'est les perceptions des odeurs. Donc, est-ce que les plantes sont capables de sentir? Elles n'ont pas de nez, hein, elles n'ont pas d'organes dédiés pour ça. Mais en fait, ce qu'on sait à l'heure actuelle, il y a pas mal d'études depuis au moins une vingtaine d'années, c'est que les plantes, elles sont capables d'émettre des molécules odorantes, ce qu'on appelle des composés organovolatiles. Donc, c'est des molécules organiques volatiles donc, qui sont dans l'air, émises dans l'air, et donc, c'est des odeurs. Et en fait, elles sont capables d'émettre des molécules odorantes et en fait, elles sont capables de percevoir aussi ces molécules odorantes. Et donc, le petit schéma, ce qui vous montre en A, donc en haut, c'est qu'une plante, donc vous avez une feuille qui est croquée, c'est comme s'il y avait un organisme qui l'avait croquée, une chenille. Dans ce cas-là, elle va émettre des odeurs et la plante voisine de la même espèce, eh bien, elle va être capable de percevoir cette molécule odorante et donc de répondre c'est-à-dire de se préparer à l'attaque de la chenille parce qu'elle aura dit que sa voisine a été agressée par la chenille. Donc non seulement elles émettent des odeurs, mais elles sont capables de les percevoir effectivement. Et en fait, c'est même un langage un peu plus complexe que ça, hein. C'est pour ça que j'ai mis en bas à droite qu'elles peuvent même communiquer, parce que le schéma qui est en dessous, c'est le même principe, sauf que vous voyez, les dessins sont un peu différents. Et l'idée, c'est que si c'est une plante, mais qui n'est pas de la même espèce, donc un type de plante différent qui est croqué, elle va envoyer des molécules et des molécules qui peuvent être différentes. C'est-à-dire qu'elles ont un langage différent lorsque c'est des plantes de la même espèce par rapport à si elles communiquent avec une plante d'une autre espèce. Donc, elles ont tout un langage. Il faut savoir que les plantes sont capables, alors si je prends toutes les plantes dans leur ensemble, plus de 100 000 molécules volatiles différentes. C'est comme si elles avaient un alphabet énorme, donc qui ne servent pas toutes forcément à communiquer, mais donc ça leur donne des potentialités de faire passer des messages via les odeurs extrêmement importants. Là, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, vous avez un plant de tomate là sur la vidéo et vous avez une cuscute, vous voyez, au centre qui germe et qui tourne là. On a l'impression qu'elle tourne au hasard, mais regardez, elle se dirige assez rapidement. En fait, elle sait où est le plant de tomate. Vous voyez, c'est pas complètement au hasard, elle s'oriente là.
Et vous allez voir qu'elle va atteindre sa cible. Il faut savoir que la cuscute, c'est une plante parasite de la tomate. Donc, elle a besoin du pied de tomate pour se développer. Et hop, elle a attrapé là. Et en fait, ce qu'on sait, parce que les études ont été faites, c'est qu'elle est capable de repérer la tomate par les odeurs émises par la tomate. Donc là, ce n'est pas toujours favorable, vous voyez, mais la tomate, elle émet des volatiles, des odeurs. Et la cuscute les sent et ça va l'aider à s'orienter vers la tomate pour s'installer. Donc ça, ce n'est pas une communication très positive, mais voilà, enfin pour la cuscute, au moins si. Alors ça, c'est une diapositive. Je vous renvoie, si vous avez l'occasion, vers un film qui s'appelle « Dans l'esprit des plantes ». Alors, il est un peu ancien, il date de 2009, hein, mais c'est un des premiers films qui parlait de ça, et il parlait d'expériences qui sont de données qui datent des années 90. C'était toujours sur les arbres. Et en fait, ils se sont rendus compte que les plantes communiquaient via des molécules volatiles parce qu'il y avait des koudous qui mouraient en série, en éranche, et qui mouraient après avoir mangé des acacias, qui étaient leur nourriture normale. Mais l'acacia, en fait, lorsque le koudou le broute, il se met à synthétiser des toxiques, donc c'est des tanins, donc pour se défendre. Parce qu'en fait, si la plante devient de moins en moins goûteuse ou toxique, ben là, il va avoir tendance à en manger moins. Et puis le problème, c'est que lorsqu'il synthétise ces toxiques, il synthétise aussi une petite molécule volatile, de l'éthylène, et qui, dans le sens du vent, va être portée et va aller toucher les autres acacias autour. Et en fait, ces acacias, avant même d'être attaqués par un koudou, broutés par un koudou, eh bien, ils commencent à synthétiser les toxiques, ces tanins. Ce qui fait que les koudous, ils se sont retrouvés avec que des plantes toxiques à manger, et ils ont quand même été obligés de manger, et ils se sont intoxiqués, ils sont morts. Et donc, en fait, on a découvert comme ça que les koudous étaient morts parce que les plantes communiquaient entre elles pour prévenir de l'agression des koudous et synthétiser ces toxiques. Donc ça, c'est une première des études qui montre ça, mais ça vous montre que les plantes, elles sentent, en fait. Elles sont capables d'émettre et de percevoir des odeurs. Alors, je balaye un peu les sens dont on a l'habitude. La perception du son, vous savez ce que c'est que percevoir un son. Donc, toujours la même chose, hein. Les plantes, elles n'ont pas d'oreilles. Mais là, il y a une expérience qui a été faite. Vous voyez ce qui est à gauche, vous avez un espèce de tube PVC en Y, vous avez un poids qui pousse, et puis il a la possibilité, sa racine principale, d'aller dans un pot à gauche ou à droite. D'accord ? Et en fait, ce qu'ils ont fait dans cette manip, hein, ils ont fait, c'est ce qui est présenté au milieu, ils ont fait tourner un petit tuyau en plastique au fin des pots, un seul, et ils ont fait courir de l'eau dedans. Ce qui fait que la plante, la seule différence entre les deux pots pour elle, c'était le bruit de l'eau qui courait autour du pot, mais pas la sensation d'humidité, puisque les pots sont vraiment humidités de la même façon, hein, c'est contrôlé. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans la grande majorité des cas, eh bien, la racine principale, elle s'orientait vers le pot où il y avait le tube avec l'eau qui court autour. Et donc, la question qui se posait, l'hypothèse, c'était que la plante était capable d'entendre le bruit de l'eau. Et en fait, cette expérience, elle a été faite pour vérifier quelque chose qui avait été proposé par Stefano Mancuso en Italie. Et je vous laisse regarder la vidéo. Donc, vous n'avez pas le son, mais l'onde que vous voyez apparaître sur la gauche, c'est la source d'origine d'un son. Et regardez ce que font les racines. Donc là, c'est fait dans l'eau pour pouvoir le filmer. Mais vous voyez que les racines, elles s'orientent vers la source sonore. D'accord ? Donc, ça veut dire que ces racines, je vous ai montré tout à l'heure qu'elles étaient sensibles à la gravité. Eh bien, si vous mettez une source sonore, eh bien là, elles vont avoir, en plus du gravitropisme, un phonotropisme qui va les réorienter. Et en fait, il y a des expériences qui ont été faites pour voir quelle fréquence fonctionnait pour cette réorientation. C'est le schéma en haut à droite. Et en fait, les fréquences qui fonctionnent pour l'orientation de ces racines, c'est autour de 200-300 Hz les plus efficaces. Et 200-300 Hz, c'est un peu les fréquences dominantes des cours d'eau. Donc l'hypothèse, bien sûr, qui va là-dessus, c'est que les racines seraient capables de percevoir le bruit de l'eau, en quelque sorte, et de s'orienter. Alors ça, c'est des données qui sont à vérifier, bien sûr, parce que c'est des données de laboratoire. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué à vérifier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces racines sont capables de percevoir des signaux sonores et donc d'avoir une forme d'audition, même si elles n'ont pas d'oreille. Un autre exemple, de perception du son par les plantes, hein. Là, ça a été fait sur des fleurs. Et en fait, ce qu'ils ont regardé, c'est la synthèse de sucre dans le nectar des fleurs.
vous savez que les fleurs, elles produisent des nectars pour attirer les insectes. En fait, les insectes vont venir se nourrir de ce nectar, et se nourrissant du nectar dans la fleur, ils vont badigeonner leur corps avec du pollen, et allant de fleur en fleur, ça permet comme ça la fécondation donc d'autres fleurs. Donc le sucre, en fait, c'est la récompense de l'insecte pour venir, c'est pour l'attirer. Et en fait, synthétiser du sucre comme ça en permanence, c'est un coût énergétique pour la plante. Et en fait, ce qu'ils ont vérifié là, c'est que la plante, elle se met à synthétiser du sucre, c'est la courbe qui monte là en bas. En fait, elle se met à synthétiser le sucre quand elle entend l'insecte, d'accord? Et donc, ils ont fait des petits contrôles. Hein. Vous voyez, en haut à droite, l'insecte, il y a la fleur avec le centre rouge là. En fait, il y a une réponse quand elle entend l'insecte avec son bourdonnement à 1 kHz. Si bien sûr vous ensachez, vous empêchez le son de passer vers la fleur, mais que vous mettez l'insecte, elle l'entend pas, donc elle n'augmente pas sa concentration en sucre. Et si vous faites passer une chauve-souris, c'est du 35 kHz les ultrasons qu'elle produit. Là, la fleur, en fait, comme c'est pas un animal qu'elle va nourrir pour la fécondation, elle produit pas de sucre. Donc ça veut dire que la fleur utilise le son de l'insecte pour induire la réponse de production de sucre pour le nourrir. Et ça lui permet donc de faire des économies d'énergie, puisque son sucre, elle ne l'utilise pas à mauvais escient. Un autre exemple de bruit capté par les plantes, là vous avez une photo, vous voyez une feuille qui est grignotée par une chenille, et donc la feuille, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, elle va être capable d'émettre des molécules volatiles parce qu'elle reconnaît la présence de l'insecte. Alors elle peut le reconnaître parce qu'il y a la salive, parce qu'il y a le stress mécanique du croc en fait, de l'insecte. Et en fait, ce qu'ont fait les chercheurs dans cette étude-là, ils ont enregistré le bruit d'une chenille qui croquait une feuille. D'accord ? Et après, ils ont fait écouter. Donc, il n'y a pas la chenille, ils ont fait écouter à une plante le bruit en fait, de la chenille qui croque la feuille. Et vous avez une réponse qui est là dans une synthèse de molécules, en fait, c'est une réponse de défense de la plante. Et ben, ils se sont rendus compte que juste en faisant écouter le bruit de la chenille qui croque, la plante est capable d'induire les réponses de défense. C'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître le bruit d'une chenille qui la croque. Et donc, bien sûr, ils ont fait des contrôles avec un autre insecte qui ne croque pas, etc., avec le vent. Hein. Donc, ils font toujours des contrôles pour vérifier. Donc, il y a bien une spécificité. Donc, la plante est capable d'entendre le bruit d'un insecte. Donc, j'espère que je vous ai convaincu que les plantes étaient capables d'entendre des sons. Vous avez différents types. Et là, en fait, cette expérience-là, c'est même un peu plus surprenant encore. Elle est récente. Donc, tout ça, c'est des données qui sont très récentes qu'il faudra certainement vérifier. Mais là, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de voir si les plantes étaient capables d'émettre du son. Et donc, vous voyez dans la boîte, ils ont enfermé les plantes dans une boîte, ils ont mis des micros, et puis après, ils ont fait des stress, soit en soumettant les plantes à un stress hydrique, en arrêtant l'arrosage, en gros, soit en leur faisant une blessure. Et dans ces conditions-là, eh ben, ils ont enregistré des sons. Alors, c'est des ultrasons. C'est le schéma que je vous ai mis en gauche, hein, le petit rectangle rouge. Il vous montre, en gros, les fréquences qui peuvent être enregistrées sur une plante qui est stressée. Donc, ce n'est pas des sons que nous, on est capable d'entendre. Nous, c'est la petite barre orange tout en haut de ce schéma. Donc, nous, on ne peut pas entendre une plante qui émet des sons. Mais potentiellement, vous voyez la barre jaune en bas, il y a des insectes qui pourraient percevoir ce son. Donc, c'est-à-dire que les plantes, non seulement elles sont capables de percevoir des sons, mais elles seraient peut-être capables, alors j'emploie un conditionnel, je vous dis c'est vraiment des études assez récentes, elles seraient peut-être capables d'émettre des sons et donc comme ça de communiquer avec leur environnement. Alors, si on continuait un peu sur les sens, hein, est-ce que les plantes peuvent voir ? On a parlé tout à l'heure de photosynthèse, hein, donc elles se réorientent vers la lumière parce qu'elles en ont besoin pour donc, cette photosynthèse. Et en fait, si on regarde la photosynthèse, c'est la partie bleue en haut de votre schéma, les rayons du lumineux, quand ils arrivent sur la feuille, en fait, ils arrivent sur une première assise cellulaire et donc ils vont être focalisés. En fait, donc ça c'est de l'optique, hein, les rayons vont être focalisés de manière à arriver précisément sur la couche cellulaire en dessous qu'on appelle le mésophile, avec tous les petits points verts qui sont les chloroplastes dans le schéma. Et donc, vous voyez, vous avez un système d'optique où vous focalisez la lumière pour qu'elle arrive au bon endroit. Ça, c'est déjà un premier point, que la lumière n'est pas perçue n'importe comment. Et en fait, le schéma qui est en dessous, il est plus intéressant encore pour moi. Ça vous montre des racines, en fait. Et là, les racines, c'est pareil. Quand vous avez le schéma en bas à droite, où il y a la direction de la lumière, elle arrive, elle est focalisée par la première assise cellulaire, et elle arrive sur la deuxième assise de cellules, et pas n'importe où. En fait, sur une barre donc, qui est en rouge, un peu en U, là,
qui est une barre de pigments photosensibles. Et donc ça fonctionne comme une rétine. C'est le même principe que dans un œil, en fait. Et donc les rayons, quand ils touchent la racine, ils sont focalisés sur une barre de pigments et ça permet à la racine d'avoir une réponse adéquate. Alors c'est un peu contre-intuitif de dire, mais pourquoi une racine verrait la lumière alors qu'elle est dans le sol? En fait, c'est contre-intuitif, mais c'est finalement très logique quand on réfléchit, parce que c'est une façon pour la plante de savoir qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc si la racine, parce qu'elle bute sur un caillou, elle remonte, etc., elle se retrouve face à une source de lumière, elle se dit, je ne suis pas au bon endroit, donc il faut que je réoriente ma croissance pour aller au bon endroit. Donc en fait, c'est important pour elle de savoir finalement qu'elle n'est pas à la lumière. Et pour savoir qu'elle n'est pas à la lumière, il faut qu'elle soit capable de l'apercevoir. Et donc vous avez en fait des capacités de perception de la lumière qui sont vraiment très développées, qui ressemblent vraiment à des systèmes optiques adaptés, donc qui permettent aux plantes donc de voir, c'est un bien grand mot, mais vraiment de percevoir cette lumière. Donc, je vais passer parce que j'ai forcément, je préfère montrer ça. Alors ça, c'est un film. Alors regardez bien, là vous avez un pot au centre, je lance. Et donc le haricot, il a une croissance un peu, on a l'impression que c'est un peu au hasard. Il évolue, donc il fait des tours comme ça, et puis il y a un moment, c'est un haricot qui va chercher à s'accrocher pour se fixer. Et là, regardez, vous avez un poteau à droite. Et est-ce que vous avez l'impression que son développement est complètement au hasard? Alors, c'est bien sûr une vidéo en accéléré, hein, mais si vous regardez bien, en fait, on a quand même l'impression qu'il sait où est le poteau. Et il essaye. Hop, encore une fois. Il n'y arrive pas. Je recommence. Je prends mon élan. Paf, raté. Mais il est têtu. Et donc, il l'a touché. Et là, regardez. Et voilà, il l'a attrapé. Non, c'était pas ce coup-là. Voilà. En fait, cette vidéo, elle a été faite par un collègue italien, Stefano Mancuso, il y a très longtemps, enfin plusieurs années. Et en fait, ils ont bien sûr joué en déplaçant le poteau, voire en mettant le poteau en fer, en bois, en plastique, contrôler la lumière, etc. pour voir. En fait, on ne sait pas trop comment le haricot sait où est le poteau, mais ce qui est très clair, parce que ça a été reproduit, bien sûr, cette expérience, c'est qu'on voit bien que s'il n'est pas au hasard, le haricot, il sait où est le poteau. Et c'est un peu surprenant, parce qu'on ne sait pas quel sens il utilise finalement pour localiser ce poteau. Donc, la seule chose, le seul signal qui a réussi à perturber cette réponse du haricot, c'est le son. En fait, quand on envoyait du 200 Hz, eh bien, le haricot ne trouve plus le poteau. Donc, l'idée qui va avec, ça serait qu'elle serait capable de faire de l'écolocalisation. Vous savez, comme les chauves-souris, vous envoyez un ultrason et la réverbération du son vous donne une information. Alors ça, c'est très spéculatif, on n'a pas d'éléments scientifiques pour répondre à ça, mais à l'heure actuelle, c'est typiquement un comportement qu'on observe, mais qu'on n'est pas capable d'expliquer. Donc il y a encore du travail en biologie végétale. Donc j'espère vous avoir convaincu que les plantes ont des sens, qu'elles sont donc sensibles à un certain nombre de stimuli. Donc bien sûr, des choses qui sont évidentes, mais qui impliquent quand même d'avoir des comportements un peu complexes, c'est notamment la fécondation dont je vous en ai parlé tout à l'heure, parce que je vous ai dit qu'elle synthétisait du sucre, et donc l'insecte vient pour manger le sucre, vous voyez, qui se couvre de pollen, et donc en fait, la plante utilise l'animal pour porter ses grains de pollen vers une autre plante. Donc c'est une façon d'utiliser les animaux, mais ce n'est pas la seule. Là, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc là, vous avez des fourmis qui se nourrissent de nectar sur une plante. Et donc, les fourmis, ce qu'elles aiment, c'est le sucre. Donc, si on leur met du pain sur cette plante, qu'est-ce qui se passe? Elles arrivent tout de suite, bien sûr. Mais regardez, en fait, elles ne mangent pas le pain, elles le jettent, elles le font tomber. Alors, ils ont fait une expérience différente, ils ont mis du sucre pur. Voilà, c'est vraiment ce que les fourmis recherchent. Eh bien, lorsque vous mettez du sucre pur, les fourmis, elles font pareil. Elles arrivent et elles le jettent. Alors ça, c'est très paradoxal, parce que franchement, c'est ce qu'elles recherchent, justement, notamment dans ce nectar que les plantes leur fournissent. Il faut savoir que les plantes, ces acacias, ils leur fournissent le sucre, mais aussi gîtes et couverts, puisqu'il y a des espèces de petites loges pour qu'elles habitent et tout ça. Et en fait, il y a des études qui ont été faites sur ce nectar, donc, qui est très riche en sucre. Donc ça, c'est l'énergie nécessaire aux fourmis. Mais en fait, il y a d'autres molécules notamment, et il y a des molécules psychoactives qui font que
finalement, les fourmis sont contrôlées par ces molécules psychoactives qui sont dans le nectar, et du coup, elles patrouillent sur la plante en permanence et elles éliminent tout ce qui touche la plante. En fait, pour la plante, l'intérêt, c'est d'éviter tous les prédateurs, qu'une chenille arrive dessus. Dès qu'il y a quelque chose qui touche la plante, elle le jette, même si c'est du sucre qu'elle recherche par-dessus tout. Mais ça veut dire que là, les fourmis, en quelque sorte, sont contrôlées par les molécules qui sont sécrétées par la plante. Alors, c'est des comportements un peu particuliers qu'on n'imagine pas forcément pour des plantes. Là, je vais vous en montrer un autre. C'est des comportements sociaux. Alors, j'ai mis un point d'interrogation, bien sûr. C'est la reconnaissance du soi. L'expérience qui a été faite, je vous ai présenté à gauche, c'est qu'on fait pousser des plantes côte à côte. Donc, forcément, les feuilles vont se chevaucher l'une, c'est-à-dire qu'il y aura une feuille au-dessus de l'autre, et donc il y aura moins de lumière pour la feuille qui est en dessous. Et en fait, ce que les gens ont vu, c'est que si vous mettez deux espèces différentes et que les feuilles se superposent, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose. La plante, les feuilles vont être comme ça. Et donc, la feuille, les feuilles qui sont en dessous, pour la plante, dans les feuilles en dessous, il y a une perte de lumière. Par contre, quand c'est la même espèce, c'est ce qui est figuré à droite sur les petites diapositives. Alors, il y a une feuille, vous voyez, qui a été marquée en rouge exprès. C'est marqué pour qu'on la voit bien. En fait, quand c'est la même espèce, eh bien, quand vous avez une feuille qui est au-dessus, elle est capable de se déplacer pour permettre à la feuille du dessous d'avoir de la lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante, d'une part, elle est capable de savoir qu'il y a une autre plante qui est en dessous. Bien sûr, ils ont contrôlé que les feuilles ne se touchaient pas, etc., etc. Donc, elle est capable de savoir qu'il y a une autre plante avec des feuilles en dessous, et elle est capable de savoir si cette plante, elle est de la même espèce ou pas. Et si ce n'est pas la même espèce, elle ne bouge pas. Et si c'est la même espèce, elle dit, c'est une cousine, et bien dans ce cas-là, je me déplace et je lui favorise sa capacité à faire de la photosynthèse. Donc ça, c'est des comportements qu'on pourrait dire sociaux, voire altruistes d'ailleurs même, assez surprenants, qu'on n'attend pas du tout chez des plantes. Mais donc, les plantes sont capables de se reconnaître entre elles et d'avoir des actions en fonction des espèces face auxquelles elles sont. Alors, je reviens sur mon petit haricot. Là encore, c'est des histoires de société, on va dire, de vie en société. Regardez, donc là, dans cette manip, on retrouve notre poteau, nos deux haricots. Donc, vous allez voir, ils commencent par la croissance, parce que c'est leur façon de bouger, ils gigotent, et regardez bien, ils se dirigent tous les deux vers le poteau. Donc, ils savent où est le poteau. Et regarde, non. Il y en a un qui a attrapé le poteau, et celui qui ne l'a pas attrapé, il ne continue pas à essayer d'attraper le poteau. En fait, ça veut dire que non seulement il sait où est le poteau, mais il sait que l'autre haricot est là. Et donc, il faut qu'il aille chercher ailleurs. Donc ça, c'est un comportement aussi assez surprenant. Bien sûr, comme je vous le disais, on n'a pas les explications scientifiques encore, et ça vous montre que la société des plantes, elle est quand même assez complexe, en tout cas plus complexe qu'on pouvait l'imaginer il y a quelques temps. Alors, un autre élément de vie en société, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est le Wood Wide Web. Donc, vous voyez bien l'analogie avec Internet, bien sûr. Donc, c'est une histoire de réseau. En fait, ça fait quelques années qu'on sait que les plantes vivent en réseau. On sait très bien que la plupart, plus de 90% des plantes vivent avec des associations au niveau de leurs racines, avec des champignons. Et en fait, le champignon, il va avoir une capacité avec des hyphes, des filaments, d'aller chercher des nutriments très loin dans le sol. Il est très efficace pour ça. Et il a besoin de sucre, lui. Et en fait, la plante, elle est capable de faire de la photosynthèse. Et donc, il va y avoir une association qu'on appelle une symbiose. Donc, le champignon va amener des sels minéraux et de l'eau parce qu'il est plus efficace que la plante. Donc, il amène ça à la plante. Et la plante, en échange, elle va lui donner une partie de sa photosynthèse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes. C'est assez bien connu depuis très longtemps. Mais en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'un arbre, il pouvait être mycorhizé par différents champignons. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs champignons qui sont associés à un seul arbre. Et en fait, un champignon peut s'associer à plusieurs arbres. Ce qui fait que ça fait un réseau. Et les arbres sont tous connectés entre eux via des champignons qui sont connectés entre eux. Donc, en fait, on a tout un réseau. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une forêt, il faut imaginer que dans le sous-sol, tous les organismes, arbres et champignons s'interconnectent entre eux. Et ça, c'est assez surprenant déjà parce que vous avez un réseau qui peut être immense, qui peut faire plusieurs hectares. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ils s'échangent bien sûr de l'eau, des sels minéraux, du sucre, comme on vient en parler pour les mycorhizes. Mais en fait, on s'est rendu compte
que les arbres pouvaient faire passer des éléments à un autre arbre via les champignons. Donc là, vous avez un arbre qui est efficace, en fait. Et donc, il s'échange des informations, des nutriments. Notamment, on s'est rendu compte qu'une plante était capable, un arbre qui est très grand, qui fait bien de la photosynthèse efficace parce qu'il a toute la lumière qu'il veut, il est capable de faire passer du sucre à un jeune plant qui se développe donc à l'ombre des autres arbres. Donc lui, forcément, il est masqué, donc il a moins de possibilités de faire de la photosynthèse. Mais en fait, il est aidé par les autres parce que les autres lui envoient du sucre pour faciliter son développement. Et là aussi, ce qui est très surprenant, c'est qu'ils vont tous s'aider les uns les autres, mais il y a une aide intraspécifique qui est plus forte que interspécifique. C'est-à-dire qu'on va aider plus un jeune plant de son propre espèce qu'un jeune plant d'une autre espèce. Donc, vous voyez qu'il y a tout un mode de communication, d'échange qui est extrêmement complexe et extrêmement contrôlé, qu'on découvre. Donc, là encore, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de tout ça. Et ça vous montre que finalement, les plantes ont une vie sociale assez riche. Donc, j'espère vous avoir convaincu que les plantes sont sensibles, qu'elles sont capables donc d'utiliser même cette sensibilité pour avoir des échanges entre elles, avec d'autres organismes. Là, je voulais vous montrer les capacités d'apprentissage. Ça, c'est un jeune plant de sensitive. Alors, la sensitive, c'est une plante, je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure, mais c'est ce qui figurait dans les photos à gauche. C'est une plante qui est capable de refermer ses feuilles. Vous voyez, en A, les feuilles sont bien étendues, en B, elles sont refermées. Et elles peuvent faire ça en quelques secondes. L'intérêt pour elles, c'est que vous avez un insecte qui se pose sur la feuille se referme, et donc du coup, l'insecte, il a peur, il s'en va. Donc la feuille n'est pas abîmée par l'insecte. Et donc cette capacité à se refermer, elle est liée à une perception mécanique. Et donc dans l'expérience qu'ils ont fait ici, c'est ce qui est présenté avec la petite potence et le pot qui est accroché. En fait, vous voyez, ils mettent le pot et il faut imaginer qu'ils laissent tomber la potence. Donc la plante, paf, c'est pas du tout biologique, elle n'est pas comme ça dans son environnement, mais la plante, elle subit une descente de 15 cm d'un seul coup, et donc elle prend ça comme mécanique et elle ferme ses feuilles. Et en fait, ils se sont amusés à faire ça. Alors je dis amusé parce que la science est amusante, hein, effectivement, c'est quand même marrant de faire ces expériences. Et donc, ils ont laissé tomber le pot comme ça, et en fait, ils se sont rendus compte qu'au bout d'un certain temps, la feuille, la plante, elle se dit, mais en fait, il n'y a pas d'insecte, il n'y a rien qui m'agresse, donc ça ne sert à rien que je ferme mes feuilles. Donc au début, elle ferme ses feuilles, et puis au bout de quelques coups, eh ben, elle arrête, parce qu'elle sait que ce n'est pas délétère pour elle, ça ne l'abîme pas. Et donc ça, c'est déjà assez surprenant, elle est capable de se dire, bon, ce n'est pas un stress gênant. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une mémoire de cette chute de 15 cm sur la potence pendant 28 jours. C'est-à-dire que si vous lui faites, la faites tomber 2-3 fois un jour, pendant 28 jours après, elle se rappellera que ça ne lui fait rien, ça. Au bout de 28 jours, ça s'efface. Mais ça veut dire qu'elle est capable donc d'apprendre, de mémoriser ce signal pendant 28 jours. Là encore, les supports de cet apprentissage, on ne les connaît pas. Alors encore plus fort, c'est peut-être encore là encore des études qu'il faudra vérifier. Elles sont assez critiquables parce qu'elles sont récentes et qu'il faut les vérifier dans plusieurs labos, etc., etc. Mais là, c'est même un apprentissage par association. Donc l'apprentissage par association, vous avez peut-être déjà entendu parler du chien de Pavlov. Hein. Donc c'est le petit schéma que j'ai remis à gauche de la diapo. L'idée de l'expérience de Pavlov, c'est que vous donnez de la nourriture, enfin vous montrez de la nourriture à un chien et qu'est-ce qu'il fait? Il bave. Donc c'est la première réponse. Et puis après, vous mettez la nourriture et vous faites un bruit d'une cloche. D'accord? Eh bien, il bave. Et puis après, comme il prend l'habitude d'associer la nourriture et la cloche, après vous mettez uniquement la cloche, eh bien, il se met à baver, en fait. Donc voilà, donc là, il est conditionné par le fait qu'on présente d'habitude la cloche et la nourriture. Donc vous enlevez un des signaux et donc il se met à baver. Et bien là, ils ont tenté une expérience un peu équivalente avec les plantes. Et l'idée, c'était, alors pour remplacer la nourriture, on a mis de la lumière, ça permet de faire de la photosynthèse. Et puis le signal qui était associé, c'était un peu de vent, un petit flux d'air. Et donc en fait, ils ont habitué la plante à avoir dans leur tube en Y, hein, c'est le même labo, donc ils réutilisent leur tube en Y là, de PVC. Donc ils associent la plante avec la lumière et l'air, et puis ils regardent comment la plante s'oriente. Et puis, au bout d'un moment, ils font la même manip en mettant que l'air ou la lumière et ils se rendent compte que la plante, elle s'oriente vers là où il y a l'air, en fait, une fois qu'elle a associé les deux stimuli. Donc, c'est des manips qui sont
Alors, âprement discuté à l'heure actuelle, parce qu'il y a d'autres chercheurs qui disent que ça ne marche pas, d'autres qui vérifient. Donc, l'apprentissage par association n'est pas encore complètement bien établi chez les plantes, mais voilà, il y a des expériences qui montrent que les plantes sont capables donc d'apprentissage, et peut-être d'apprentissage assez complexe. Donc, avec ces données, j'espère vous avoir démontré qu'on pouvait quand même aisément faire passer les plantes dans notre petit schéma, qui n'est plus d'actualité, mais c'est un peu parce que ça fait un fil directeur. Donc, les plantes, elles ne sont pas uniquement vivantes. Je pense qu'on peut aisément dire que les plantes, elles sont sensibles, sans aucun problème. Maintenant, est-ce qu'elles sont intelligentes? Vraiment, on va venir dans le cœur de la question. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de neurones. Donc, toute cette chaîne nécessaire à la neurobiologie qui permet l'intelligence, donc le cerveau chez les hommes, on ne l'a pas. Mais, alors, je suis allé trop vite, pardon. Il n'y a pas de neurones, mais les neurones, finalement, ils servent à connecter les différentes parties de l'organisme. Si on regarde chez une plante, vous savez certainement que vous avez ce qu'on appelle les vaisseaux qui permettent de faire transiter la sève élaborée et la sève brute, c'est-à-dire qu'en fait, les flux d'eau qui viennent des racines vers les feuilles, et la sève élaborée, c'est le sucre qui est synthétisé donc, au niveau des feuilles pour la photosynthèse et qui est transmis à toutes les parties de la plante. Donc, il existe des structures, des vaisseaux. Alors, vous avez les vaisseaux du xylème en haut à droite et du phloème en bas à droite, donc parce que c'est des sèves différentes, donc ça connecte toute la plante. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que toutes les parties de la plante sont connectées par des structures, et donc il y a des possibilités finalement équivalentes structurellement de transmettre de l'information. Après, je vous ai parlé en neurobiologie des neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, vous avez certainement entendu parler, l'acétylcholine, épinéphrine, sérotonine, histamine, c'est des noms de molécules que vous avez certainement entendus. Donc tout ça, c'est des neurotransmetteurs donc, qui permettent de faire passer l'influx nerveux d'un neurone à l'autre. Toutes ces molécules, elles existent chez les plantes. Même le glutamate, le GABA. Donc voilà, toutes ces molécules, elles existent. Elles ne sont pas forcément utilisées comme neurotransmetteurs, mais potentiellement, elles existent. Est-ce qu'il en est des signaux électriques qui passent donc, dans le neurone? Donc les potentiels d'action, ça existe chez les plantes. Chez les plantes, on trouve des potentiels d'action. On a même d'autres signaux qui transitent tout le long de la plante, ce qu'on appelle des potentialisations, des potentiels de système. Donc, il y a différents signaux électriques. Finalement, il y a plus de signaux électriques qui passent tout le long de la plante qu'il y en a chez les animaux. Donc là, je vous montre juste comment on mesure ça chez les plantes. Donc là, vous avez un schéma à gauche où vous voyez une plante et puis les petits traits 1, 2, qui sont figurés par 1, 2, 3, 4. Là, vous avez des petits traits. C'est comme c'est des électrodes qu'on insère dans la tige de la plante. Et puis, on fait un stimulus en haut. Et ce que vous avez, les petits traits blancs qui sont à côté, c'est un potentiel d'action, en fait. Et on voit que ce potentiel d'action, si on stimule en haut de la plante, il circule d'une électrode vers l'autre, c'est-à-dire qu'il se propage vers la base de la plante. Et on voit bien qu'il se propage parce que le stimulus, vous voyez, il se décale dans le temps. Donc, ça veut dire qu'il apparaît un peu plus tard sur chaque électrode. Donc, on a bien des stimuli électriques et ils se propagent tout au long de la plante. Et donc, voilà, on a différents systèmes de mesure. Donc, je passe à autre chose. Donc, oui, et ça, on a pu le vérifier chez énormément de plantes différentes. Donc, des potentiels d'action, des variations de potentiel, on en a chez plein de plantes différentes et en fonction de stimuli différents. Ça peut être de la chaleur, de la brûlure, des blessures, du froid mécanique, du stress hydrique. Tous ces stimuli-là, ils entraînent des signaux électriques qui se propagent le long des plantes. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite vidéo. Alors là, c'est un montage qui a été fait pour tester si les plantes utilisaient un neurotransmetteur, le glutamate en l'occurrence, dans une réponse électrique. Regardez bien ce qui se passe là. Vous allez voir, vous voyez une chenille qui arrive et vous avez tout ce qui s'éclaire en jaune. D'accord ? En fait, je vous réexplique et je vous remonte la vidéo. La chenille, quand elle arrive, elle croque. Et en fait, la plante, elle va être capable, grâce à un neurotransmetteur, le glutamate, d'induire une variation de calcium qui va diffuser dans le vaisseau. Donc, les vaisseaux, c'est les nervures des feuilles. Donc, regardez bien ce qui se passe. La chenille arrive et regardez, hop, vous voyez, vous avez une augmentation qui diffuse partout. Donc, ça veut dire que la plante, elle reconnaît qu'elle est croquée et il y a un signal électrique via le calcium, qui est un ion, donc c'est un signal électrique qui propage à travers les vaisseaux. Donc, c'est équivalent à un air, on va dire, qui permet la propagation du signal tout au long de la plante. Je vous montre ça avec cette fois une blessure qui est faite avec un ciseau. Vous allez voir, c'est
encore plus lisible. Regardez bien. On coupe. Et regardez. Paf, vous voyez? Et ça s'arrête. Vous voyez, vous avez la lumière là, c'est le calcium qui augmente et après ça redescend. Donc ça vous montre que vous avez une propagation d'un signal électrique au travers des vaisseaux, donc qui est tout à fait équivalent à ce qu'on a dans les systèmes des neurones. Et ça, c'est utilisé aussi chez des plantes qui ont des mouvements rapides. Vous connaissez peut-être ça, la dionée, une plante carnivore. Donc, vous voyez, vous avez donc un mâle qui rentre entre les deux feuilles, qui va toucher des petites spicules et hop, en fait, elle est capable de percevoir la présence de l'animal parce que vous avez une petite pointe. Et en fait, quand la pointe va être touchée par l'animal, eh bien, ça va envoyer un potentiel d'action. Et en fait, là, il ne va rien se passer s'il n'y en a qu'un seul, en l'occurrence. Mais parce qu'en fait, si c'est une feuille qui tombe, qui touche une spicule, il ne faut pas que la feuille, elle se referme. Parce qu'une feuille, ça ne sert à rien. Donc, pour être sûr que c'est bien un animal qui est présent, parce que l'animal, il bouge, il gigote, eh bien, c'est quand vous touchez 2 spicules, vous allez avoir 2 potentiels d'action. Et à ce moment-là, hop, la feuille se referme. Donc, ça veut dire qu'elle utilise la stimulation électrique pour avoir un mouvement. Donc, ça ressemble vraiment de plus en plus à ce qu'on a chez des animaux. Et là, en plus, ça veut dire qu'elle sait compter, parce qu'il faut qu'elle compte jusqu'à 2 au moins pour induire cette réponse. Je me permets de vous interrompre parce qu'il y a des questions, en fait. Oui, allez-y, je vous en prie. Il y a une question à propos justement de cette transmission. Est-ce que ce sont des ondes calcites? Et il y a un élève qui a répondu des ions plutôt non. Voilà ce qui est écrit. Alors, on peut appeler ça des ondes calciques, mais les potentiels d'action, en fait, ce qu'on connaît chez les végétaux, c'est que ça implique un influx de calcium au départ, et puis après, il va y avoir des repolarisations avec des flux de potassium. Donc, il y a peut-être des ions chlore qui sont impliqués aussi. On commence à avoir des informations, ce n'est pas aussi bien connu que chez les systèmes animaux, mais il faut savoir que chez les systèmes animaux, il y a des potentiels d'action qui sont générés par des influx de sodium, et après, flux de chlore et potassium, et que ça permet de repolariser. Vous avez une dépolarisation, repolarisation, puisque c'est un signal transitoire. Et en fait, vous avez aussi chez les animaux des potentiels d'action, dans certains cas, avec des flux de calcium et repolarisation chlore-potassium. Donc en fait, c'est assez analogue. Les flux d'ions qui sont utilisés dans les potentiels d'action sont assez analogues. Et donc, ce que je vous disais là sur la dionée, c'est qu'elle compte jusqu'à 2, mais en fait, elle peut même compter au-delà, parce que ce qui se passe, c'est que la feuille est refermée. La feuille, c'était une bouche qui se referme et elle se transforme en un estomac, parce qu'elle va sécréter des enzymes digestives pour hydrolyser donc, cet animal, pour le digérer. Et en fait, elle va produire une quantité d'enzymes qui va être dépendante de la taille de l'animal. Et en fait, ça va être dépendante du fait que l'animal, il retouche les spicules qui permettent d'envoyer des potentiels d'action. Et donc, plus elle a de potentiel d'action une fois que le piège est fermé, plus elle sait que l'animal est gros et plus elle synthétise d'enzymes pour le digérer. Donc, vous voyez, elle compte en fait ces stimuli électriques et elle va avoir une réponse à elle-même pour la digestion de sa proie. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce mimosa donc, qui referme ses feuilles. Donc, vous allez voir la vidéo. Et en fait, la manip qui est faite là, c'est pour vous montrer, parce que ça marche aussi avec des potentiels d'action. Donc, vous voyez que la feuille, là, vous la touchez, hein, paf, elle se referme. Et donc, la manip qui est faite là, c'est que les gens vont anesthésier la plante. Vous savez que quand on vous fait une opération, pour pas que vous souffriez, on vous anesthésie. Et vous anesthésier, c'est quoi? Eh ben, on va bloquer donc la circulation des flux dans les neurones pour éviter que vous ressentiez la douleur. On vous anesthésie. Donc, si on vous fait une anesthésie générale, vous perdez conscience. Et donc, là, ils ont fait la même chose chez la plante. En fait, c'est un anesthésiant qui est utilisé donc, pour anesthésier les animaux. Et une fois que vous avez mis la plante donc, dans cette bouteille en verre, vous fermez. La plante, elle perçoit cet anesthésiant. Et regardez, quand vous la touchez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus rien. Donc, c'est-à-dire que vous bloquez la signalisation électrique donc, chez cette plante exactement comme vous la bloquez chez un animal. Vous lui faites perdre conscience. Alors, ça fait un peu bizarre de dire qu'une plante perd conscience, mais on va y revenir, parce que ça implique quand même une réflexion sur la conscience. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut anesthésier une plante. Alors, ces travaux-là sur l'anesthésie des plantes et la bioélectricité chez les plantes, c'est pas nouveau. Je vous cite 2 personnes, donc Claude Bernard, qui est un très grand physiologiste du 19e siècle,
qui travaillait donc, c'est un médecin, hein, mais il travaillait aussi sur des modèles végétaux. Et il disait que Ctésis, c'était un principe qui unifiait le vivant. Et ces travaux ont été repris par un Indien, Jagadish Chandra Bose, au début du XXe siècle. Et lui, il avait dit que les plantes avaient un système nerveux. Donc ces données, cette réflexion, elle revient au goût du jour en ce moment, mais elle était extrêmement... ça fait extrêmement longtemps qu'on fait des expériences dessus, mais il faut savoir qu'elle a été très mal accueillie et que les gens disaient en gros, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors qu'il y avait des démonstrations qui existaient depuis très longtemps. Et en fait, tout au long du XXe siècle, il y a eu quelques expériences et tout ça, mais on ne s'est pas trop réapproprié ces questions-là. C'est uniquement au début du XXe siècle, du XXIe siècle, pardon, qu'on s'est repenché un peu sur tout ça. Donc, en gros, si je fais un petit résumé de ce que je vous ai présenté là, je vous avais présenté tout à l'heure comment le système neurobiologique animal marche, hein, donc avec événements, signal, perception du signal, transmission, intégration du signal et puis une réponse. Si on regarde chez les plantes, c'est exactement pareil. Il se passe la même chose, sauf qu'on n'a pas d'organes dédiés. On n'a pas un cerveau, on n'a pas des oreilles, on n'a pas des choses. Pourquoi ? Parce que la plante, elle est fixée dans le sol et finalement, elle va être capable de percevoir les signaux quasiment par l'intégrité de l'organisme. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que la plante, je vous le disais à l'instant, elle est fixée dans le sol. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de capacité à s'échapper. Donc, un animal, il a un problème, il s'en va. Une plante, elle ne peut pas. Et donc, une des capacités des plantes qui est tout à fait surprenante, c'est qu'elle est capable donc de perdre une grande partie de son intégrité. C'est-à-dire que vous pouvez détruire 90% d'une plante, il vous restera toujours un petit bourgeon quelque part qui fait que, hop, ça va repartir et vous allez recréer donc une plante. Enfin, elle va se redévelopper. C'est-à-dire que si elle avait un organe qui avait une fonction très particulière qui était détruite, elle ne pourrait pas se permettre ça. Le fait que toutes ces capacités soient diluées dans tout l'organisme, ça lui permet de se régénérer lorsqu'elle est agressée parce qu'elle ne peut pas fuir. Ça, c'est une façon d'envisager une organisation du coup du vivant complètement différente parce que les modes de vie sont complètement différents. Alors, ces idées-là, je vous disais, elles sont pas nouvelles. Et déjà, il y avait Charles Darwin, donc, lui, qui est quand même très connu, lui, je pense que vous avez tous entendu parler. Il avait, dans un de ses livres, Le pouvoir des mouvements des plantes, il avait émis l'hypothèse que finalement, la pointe des racines se comporterait un peu comme un espèce de cerveau. Donc, il avait émis cette hypothèse, mais ça veut dire que vous avez des milliers de pointes de racines dans une grande plante. Donc, ça veut dire que c'est comme si le cerveau était réparti dans plein d'extrémités de plantes. Et donc, il y a des études qui ont été faites sur ces pointes de cerveau, notamment en utilisant des techniques de neurobiologie. C'est ce qui est figuré en bas à droite, où vous avez des systèmes de mesure qui sont développés pour la neurobiologie, qui sont utilisés sur les racines et qui montrent des fameux potentiels d'action, des générations. Et il y a un certain nombre de mesures qui montrent qu'il y a effectivement une activité particulière à la pointe de ces racines. En tout cas, c'est extrêmement dynamique comme fonctionnement. Alors moi, dans mon équipe, en fait, on va même encore plus loin dans la réflexion par rapport à ça d'un point de vue évolutif. Parce que si on se dit que les plantes ont des potentiels d'action, que les animaux ont des potentiels d'action, est-ce que c'est quelque chose qui est apparu plusieurs fois dans l'évolution parce qu'il y avait un point de transmission de l'information ? Ou est-ce que ça ne serait pas finalement une aptitude qui serait apparue encore plus tôt et qui aurait été conservée finalement dans les différentes phylums qui ont évolué, donc les différentes voies d'évolution des différents organismes vivants. Alors pourquoi on pense ça ? Parce qu'il y a un certain nombre de données qui sortent qui montrent que chez des bactéries, lorsqu'elles se développent au film, vous savez, ça fait comme sur une surface, vous avez toutes les bactéries à touche, et ça fait un film continu. Et en fait, quand vous avez des bactéries qui se développent en biofilm, il peut y avoir des stimuli électriques qui se propagent d'une bactérie à l'autre tout au long du biofilm. Et donc, comment c'est que les premiers organismes qui se sont développés sur la planète, c'était des organismes qui ressemblent à des bactéries et qu'elles formaient notamment des biofilms, on pense que finalement, la capacité à avoir des potentiels d'action, elle serait peut-être apparue extrêmement tôt chez des organismes finalement unicellulaires, ces bactéries, mais elles communiquaient entre elles sur un biofilm via des potentiels d'action. Donc, c'est-à-dire que cette capacité, non seulement elle ne serait pas spécifique du cerveau humain en particulier, mais ce serait presque logique qu'elle soit partagée par tous les organismes vivants, puisque finalement elle serait apparue très tôt dans l'évolution et que tous les organismes qui auraient besoin de communiquer soit à travers un biofilm, soit à travers tout un organisme, elles utiliseraient ces signaux électriques pour communiquer et donc pouvoir prendre des décisions. Alors, pardon, je suis allé trop vite.
Donc, cette idée de la neurobiologie des plantes, alors je vous ai dit c'est très particulier parce qu'il n'y a pas de neurones, mais ça a été présenté comme ça. Et lorsque ça a été présenté dans des revues en 2005, il y a une association qui a été créée. Il y a eu une très grosse controverse au niveau scientifique, qui n'est d'ailleurs pas complètement finie. Et donc, vous avez à gauche des titres d'articles en anglais. Donc, la première proposition, c'était une vision intégrée de la neurobiologie des plantes, donc qui servait la signalisation. Donc, ça reprenait un peu les éléments que je vous ai présentés là. Et il y a tout de suite des auteurs, vous voyez la liste d'auteurs, il y a 33 institutions qui ont dit qu'en gros, plantes neurobiologie, pas de cerveau, pas d'intérêt. D'accord ? Alors, il y en a même qui ont dit, c'est au centre, c'est intelligente plante ou des études stupides. Donc, vous voyez que le débat, il n'a pas forcément été toujours scientifique et très joyeux. C'était plutôt agressif. Et ça reste aussi agressif. Et finalement, c'est plutôt, je dirais, le grand public à travers des revues scientifiques, comme celle que je vous ai mis au milieu, là, ou même des articles dans Le Monde. C'est plus le grand public qui s'intéresse à cette question et à cette réflexion sur est-ce que les plantes, finalement, n'auraient pas des aptitudes insoupçonnées, en tout cas qu'on n'avait pas à penser. Et est-ce qu'elles sont intelligentes? C'est une grande question. Mais c'est plus le grand public que l'académie, donc tous les chercheurs. Voilà, vous avez un débat qui est assez violent par rapport à cette question-là, entre ceux qui pensent qu'il y a des choses à aller chercher et ceux qui disent c'est stupide, faut même pas y penser. Alors quand on en est là, moi je me suis dit on va commencer par aller voir la définition de l'intelligence pour savoir de quoi on parle. Et alors là, c'est là que ça commence à être problématique, parce qu'il n'y a pas une définition, mais il y en a plein. Donc moi j'ai pris des choses, je vous en ai mis juste quelques-unes, mais voilà, Wikipédia. L'intelligence, c'est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou qui permettent de prendre, d'apprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. Si on est cette définition, avec ce que je viens de vous présenter, on peut dire que les plantes sont intelligentes. Si vous prenez la définition du Larousse, comme un dictionnaire de référence, ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle, aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Alors déjà, il faut être humain, donc ça élimine tout de suite, mais vous voyez que même ce qui implique comme capacité, les plantes, si on prend cette définition-là, ne sont pas intelligentes. Alors, Albert Einstein, la vraie intelligence n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Je crois c'est difficile de savoir si une plante a de l'imagination, donc avec cette définition-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'une plante est intelligente. Stephen Hawking, donc Hawking, un grand astrophysicien, donc lui, sa définition, c'est l'intelligence et la capacité d'adaptation au changement. Ah là, du coup, oui, ça colle. Marvin Minsky, l'intelligence et la capacité à résoudre des problèmes. La plante, oui, elle résout un certain nombre de problèmes pour pouvoir survivre. Donc, vous voyez que finalement, c'est un peu compliqué. Est-ce que la plante est intelligente ou pas? Ça va dépendre de la définition qu'on va choisir. Donc, je crois qu'un point qui est très important, c'est de bien expliquer la définition qu'on utilise au départ pour se mettre d'accord. Parce que si on n'a pas la même définition, on ne s'entendra pas. Et donc, déjà, choisir une définition ensemble, ce n'est pas simple parce qu'il y en a différentes. Donc, je crois qu'il faut vraiment, l'intelligence, expliquer bien ce qu'on veut dire et ce qu'on prête comme capacité aux plantes. Le paragraphe qui est à droite, je vous l'ai mis parce que c'est extrait du Monde il y a 2-3 ans. En fait, je vous l'ai mis parce qu'il y a Lincoln Taze, c'est un grand physiologiste végétal américain qui a signé les premiers papiers contre l'intelligence des plantes. Il disait que voilà, ce n'était pas possible. Et dans sa réflexion, il est arrivé à dire, maintenant on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et il dit si on est capable de prêter la capacité d'intelligence à une machine, on peut effectivement prêter la capacité d'intelligence à une plante. Vous voyez. Donc là, c'est encore un jeu de définition. Mais ce qui est intéressant dans cette réflexion-là, c'est qu'on est tout à fait capable de reconnaître l'intelligence à une machine, ça ne nous pose pas de problème parce que c'est une construction humaine. Alors qu'une plante, ce n'est pas une construction humaine, c'est l'altérité même de l'homme, c'est complètement différent. Et donc là, on a du mal à lui prêter des capacités intelligentes. Donc en fait, derrière, il y a beaucoup de questions qui sont des questions culturelles, que je ne développerai pas là. Et en plus, je ne suis pas un spécialiste de la question, même si j'y travaille avec des anthropologues, etc. Mais il y a toute une question qui est extrêmement cible et culturelle par rapport à ce sujet-là. Donc moi, je vous encourage à réfléchir à la définition de l'intelligence
que vous voulez utiliser, face à quelle personne vous voulez en parler, et bien lui expliquer. Et après, vous pouvez donner les éléments et vous pourrez discuter le plus sereinement possible. Excusez-moi. Oui. Il y a 2 questions dans le chat. La finis juste, première, les plantes. vous voulez bien, Ah, c'est la dernière, après on passe aux questions. Ok. Donc, en résumé, les plantes sont des êtres sensibles, oui, ça il n'y a pas de doute avec les données actuelles. Est-ce qu'elles sont intelligentes? Je pense que ça, il faut se mettre d'accord sur les définitions, comme je viens de vous le dire. Mais j'attire votre attention sur un débat là qui est très actuel et qui est assez encore des échanges assez violents, même je dirais, dans la communauté scientifique à l'heure actuelle. Cette fois sur la conscience. Donc on passe du stade intelligent au stade conscience. La conscience, alors déjà, il faut savoir qu'en anglais, ils ont le mot consciousness, sentience, awareness. Ils ont différents mots qui se traduisent quasiment par conscience en français. Donc, on est un peu plus limité, je dirais, dans la présentation des choses. Mais en fait, il y a un certain nombre de scientifiques qui disent à l'heure actuelle que finalement, si les plantes sont sensibles, qu'elles ont conscience donc, de leur environnement, on peut leur attribuer une forme de conscience. Donc, je dis bien une forme de conscience. Ça ne veut pas dire qu'elles ont la même conscience que l'homme. D'abord, il faut savoir que chez l'homme, les états de conscience, c'est extrêmement variable. Si vous prenez quelqu'un qui est dans le coma, par exemple, il n'a pas conscience. Et entre le coma et une personne complètement consciente, il y a plein d'états différents. C'est assez bien documenté en neurobiologie, justement. Donc, les états de conscience, c'est assez particulier. Alors là encore, la conscience, il y a des définitions qui existent et qui sont extrêmement variables. Mais c'était juste pour finir là-dessus, pour vous dire qu'au-delà de l'intelligence des plantes, les questions il y a beaucoup de publications. Moi, j'ai reçu 2-3 publications ces derniers jours sur ces questions-là. Les questions que certains scientifiques se posent à l'heure actuelle, c'est est-ce que les plantes et finalement tous les organismes vivants ne sont pas conscients, au moins d'une certaine façon. Voilà, et je m'arrête là pour cette présentation et je suis là pour répondre à vos questions. Alors, du coup, je vais faire remonter les questions qui sont sur le chat. La première, les plantes ont-elles des capacités auditives? La deuxième, est-il possible d'être intelligent sans conscience? C'est une très bonne question. Alors, les capacités auditives, je vous ai montré, elles sont capables de percevoir des sons et des fréquences sonores. Ça, oui, tout à fait. Elles n'ont pas d'oreilles, c'est toujours la même chose. Elles n'ont pas d'organes dédiés, mais elles sont capables de percevoir des éléments. Nous, on a fait des expériences au laboratoire. On a envoyé, en l'occurrence, du 200 Hz, parce que c'était ce qui avait été enregistré. Ça permettait de voir la courbure racinaire, comme je vous ai montré avec la vidéo. Et ce qu'on a fait, nous, au laboratoire, c'est qu'on a regardé au niveau cellulaire les réponses qu'il y avait. Et en fait, en ayant en tête, bien sûr, que dans les oreilles des mammifères, il y a un certain nombre de réponses cellulaires. Quand vous avez une onde qui arrive dans l'oreille, vous avez des flux de calcium, des flux de potassium, des productions d'espèces avec de l'oxygène qui existent. Et en fait, quand on envoie du 200 Hz sur une cellule végétale, qu'est-ce qu'on observe? On observe des flux de calcium, des flux de potassium, des espèces actives de l'oxygène. Ça veut dire que les réponses cellulaires sont très proches, en fait. Donc, je ne vous dis pas que c'est complètement bien décrit, mais voilà, c'est des premiers éléments qui disent qu'elles sont capables de percevoir de sons, et en fait, elles les perçoivent certainement d'une façon assez proche que le font les cellules des animaux. Alors, pour la deuxième question, est-ce qu'il est possible d'avoir intelligence sans conscience? Vous avez vu déjà que moi, je vous ai les limites des définitions. Moi, j'aurais tendance à répondre non, c'est pas possible. Effectivement, on ne peut pas être intelligent sans conscience. Mais ça dépend des définitions que vous allez adopter. Donc, si la conscience de son environnement, il est évident que les animaux ont conscience, les végétaux ont conscience de leur environnement. Excusez-moi, il faut que je remette mon ordinateur à charger. Voilà, excusez-moi. Oui, je disais, les végétaux, ils ont conscience, on peut dire qu'ils ont conscience, ils sont sensibles à l'environnement. Et si vous n'avez pas conscience de votre environnement, vous n'êtes pas capable de vous adapter au changement, vous ne pourrez pas survivre. Donc une forme de conscience minimale, oui, forcément. Si on s'entend sur la définition comme étant finalement une certaine sensibilité à son environnement pour pouvoir y réagir.
Ah oui, excusez-moi une seconde. J'ai pas bien entendu, pardon. Excusez-moi, j'ai une seconde question. Oui, je vous en prie. En fait, hier, j'ai écouté une émission sur France Culture qui disait que l'intelligence opérationnelle était différente de la conscience et que du coup, les plantes pourraient avoir une intelligence du coup opérationnelle, mais sans avoir de conscience. Oui, oui, bien sûr. Il y a plein de process qui sont, même chez les animaux, vous avez des systèmes de réponse qui impliquent les neurones et des boucles qui ne passent pas par le cerveau et qui n'impliquent pas la conscience. Il y a des études là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence opérationnelle? Si c'est des systèmes réflexes, oui, bien sûr, vous n'avez pas besoin de conscience pour ça. Mais je vous dis, là encore, le problème, c'est de bien s'entendre sur la définition. Je suis désolé, je reviens toujours sur la même chose. Il y a effectivement des boucles de réaction rapides dans les systèmes animaux qui n'impliquent absolument pas la conscience. Il est évident que chez les végétaux, vous pouvez avoir des réponses du même type. Tout à fait réflexe, entre guillemets, même si ce terme n'est pas utilisé chez les végétaux. D'accord, merci. Il y a une autre question sur le chat qui demande « Pensez-vous que les plantes peuvent entendre la voix humaine ?» J'ai vu une vidéo dans laquelle on disait des mots péjoratifs à une plante et l'autre non. La plante à qui on disait des mots méchants meurt finalement. Alors oui, des expériences comme ça, il y en a plein depuis très longtemps. Il y a aussi des expériences où on leur met de la musique classique et du hard rock et elles meurent avec du hard rock et puis elles sont contentes avec la musique classique. Je crois que ça, c'est des projections très humaines. Les plantes, elles sont capables de percevoir des sons, elles les utilisent. Maintenant, elles ne sont pas humaines et à mon avis, ce qu'on dit, elles n'en ont rien à faire. Soyons clairs, donc elles perçoivent les voix. En fait, elles perçoivent les fréquences sonores. Donc, qu'elles soient capables de recevoir des fréquences de voix, oui, pourquoi pas. Maintenant, le signal qui va leur être parvenu et qu'elles vont intégrer, je ne pense absolument pas qu'elles y prêtent une intention, quoi que ce soit, par rapport aux choses. Donc non, je ne crois pas que le fait de leur mettre telle musique, c'est plutôt la fréquence, s'il y a une fréquence dominante de la musique qui aura un effet, mais si c'est la même fréquence que d'un morceau de hard rock qui domine ou dans un morceau classique, la plante, elle aura la même réponse. Et que vous lui parliez gentiment ou en lui disant des insultes, je ne pense pas que ça fasse quoi que ce soit. Je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Du coup, une autre question. Auriez-vous des exemples concrets d'application de ces découvertes dans l'agriculture pour une meilleure production? Alors, oui. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites. Alors, sur le son, par exemple, en Chine, ils ont des expériences en chant où ils mettent des grands haut-parleurs dans des serres, en chant ou dans des serres, et ils mettent un bruit blanc, c'est-à-dire énormément de fréquences, toutes les fréquences, et ils envoient des sons à 80 décibels. Ce qui est énorme, hein, 80 décibels. Un avion, c'est 100 ou 110 décibels au décollage. Donc, vous voyez, c'est vraiment très fort. Et ils observent effectivement des réponses des plantes qui sont protégées des pathogènes. Certaines fréquences peuvent stimuler le développement de graines, etc. Donc, il y a des applications potentielles. Là, j'ai reçu un papier il n'y a pas longtemps qui montrait que chez des piments, ils augmentaient la production de la molécule qui donne ces goûts piquants en utilisant certaines fréquences sonores. Donc, il y a potentiellement, oui, des applications agricoles. Maintenant, c'est quand même le fait que les plantes perçoivent les sons, c'est des champs de travaux qui émergent depuis, je dirais, même pas 10 ans. Donc, je pense qu'il faut accumuler encore beaucoup de données pour que concrètement, on arrive à avoir des systèmes efficaces qui peuvent aider à la production. C'est peut-être possible, mais pour l'instant, il y a... Voilà. Je sais qu'il y a des applications qui se font hein, très, très concrètement, qui ont des résultats. On n'explique pas toujours comment ça marche, mais c'est normal, on n'a pas toutes les données encore. Mais oui, je pense que ça pourra servir. J'avais deux questions. La première, c'est en fait l'humanité a beaucoup modifié la végétation, hein, notamment depuis le néolithique, il me semble, et donc peut-être même avant. J'aimerais savoir si les recherches que vous menez en ce moment
pourrait avoir un retour dans la compréhension de ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et puis la deuxième question, c'est que moi je suis assez âgé, donc les questions que vous évoquez là, il y a 40 ans par exemple, on les évoquait absolument pas. En tout cas, moi je voyais aucun article dessus. Et donc vous parlez en 2005 d'une espèce de révolution, enfin de changement peut-être de paradigme dans ce domaine. Comment vous expliquez que, avec des débats très forts, comment vous expliquez que c'est arrivé? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Comment c'est arrivé? Comment ensuite ça s'est développé? Parce qu'après tout, là, on voit qu'il y avait peut-être des préjugés qui ont été combattus. Et pourquoi? Voilà, comment c'est arrivé? Alors, c'est des fort intéressantes questions. Alors, sur la première, j'avoue que j'ai jamais pensé à cette question sous cet angle-là, donc je ne saurais pas trop quoi vous répondre. C'est vrai que les hommes vivent avec les plantes depuis tout temps, donc on sait à l'heure actuelle, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais que par exemple sur la forêt amazonienne, qui est considérée par beaucoup comme une forêt primaire, on sait que ce n'est absolument pas le cas finalement, que la forêt elle a été travaillée par les hommes volontairement ou involontairement depuis très longtemps. C'est-à-dire que comme ils récoltaient, ils cultivaient, puis que finalement ils concentraient les graines qu'ils n'avaient pas consommées dans les endroits, ils ont finalement modelé la forêt amazonienne par leur parcours itinérant, etc. Donc l'influence de l'homme sur le végétal, elle est là depuis toujours. Est-ce que les données actuelles permettent de réexaminer ça? À chaud comme ça, je ne vois pas trop, je ne saurais pas trop vous répondre. Mais la question est intéressante, je tâcherai d'y réfléchir, mais là, je ne peux pas trop vous répondre. Quant à la deuxième question, sur la réémergence de ces questions sur l'intelligence des plantes, on va dire, pour simplifier, alors, il y a eu les travaux au 19e siècle. Au 19e siècle, finalement, ils n'hésitaient pas à comparer les modèles végétaux et animaux. Vraiment, il y avait une facilité qui était... Enfin, je sais pas, on voit que dans les gens ne se limitaient pas à un modèle. Ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est qu'il y a eu une hyper-spécialisation de la science et des questions. Déjà, c'est un premier point. Donc, les gens sont spécialisés en animal, voire en médical humain, en végétal. Donc, là, déjà, on a séparé les disciplines, on a un peu perdu de vue ce qui se faisait à côté. C'est vrai qu'il y a eu de plus en plus de données, donc c'est difficile de gérer toutes les informations, et ça l'est encore plus maintenant. Il y a eu ça, et il y a un point qui a certainement limité ces études-là, c'est qu'on a découvert, on a vraiment fait des découvertes sur la nutrition minérale des végétaux, et aussi le rôle des hormones. Et ça a permis vraiment d'avoir un apport sur l'agriculture très fort. Et donc, toutes les données sur électrophysiologique et tout ça, eh bien, ça donnait pas d'efficacité et ça a été mis de côté très vite. Et je pense qu'il y avait déjà des questions qui existent toujours sur une espèce de problème culturel d'appropriation de ces informations, parce que quand on veut donner la capacité à un autre organisme d'avoir des signaux électriques, voire de la signalisation, de l'utiliser, de l'intelligence, finalement, eh bien, on leur donne des capacités qui sont des capacités qu'on reconnaît aux humains, qu'on commence à peine à reconnaître aux animaux. Et vous voyez, donc là, c'est culturel. Hein, on a vraiment une dimension culturelle très forte qui s'opposait un peu à ces questions-là, même si certains les défendaient déjà, hein, je vous en ai parlé, comme Bose. Mais il faut savoir que le travail de Jagadish Chandra Bose, qui était publié en 1926, notamment dans un livre, il a été complètement blacklisté et pas du tout cité au XXe siècle. Hein. Et donc, ça a été un peu repris dans les années 70 par quelques personnes. Il y a eu d'ailleurs des choses un peu New Age qui étaient un peu problématiques, parce que c'était plutôt contre-performant, parce qu'ils sont partis justement dans des idées farfelues, trop farfelues. Mais il y a toujours eu des gens qui se sont posés des questions, et à partir des années 2000, il y a notamment Tony Trewawas, un Anglais, qui s'est vraiment intéressé à ça. Et en fait, Stefano Mancuso et Frédéric Balusca, qui sont des collègues avec qui je travaille à l'heure actuelle, en 2005, ils ont créé l'association Plante Neurobiologie. Il faut savoir que
Stefano Mancuso, comme moi d'ailleurs, à la base, on est électrophysiologiste, c'est-à-dire qu'on fait des mesures de courant électrique, de potentiel électrique chez les plantes, et donc on utilise les mêmes techniques qu'en neurobiologie, d'accord ? Et donc forcément, ça nous ouvre à une réflexion différente, parce que je dirais que la sensibilité des plantes, pour nous, c'est une évidence depuis le départ, parce qu'on la mesure très concrètement. Et donc eux, ils ont créé cette société Plante Neurobiologie, ils ont fait cet article initial qui a fait une levée de bouclier. Mais finalement, moi, je compare cette levée de bouclier en 2005 à la même qu'il y a eu face aux travaux de Bose dans les années 26. C'est-à-dire que la science est assez conservatrice aussi. Elle n'aime pas trop les idées trop originales, trop nouvelles. Il faut vraiment les firmer et donner de l'information pour que les gens se les approprient. Et ce que je vois, c'est que depuis une quinzaine d'années quand même, au niveau académique, il y a pas mal de laboratoires qui se sont, je dirais peut-être grâce à ça, autorisés à faire plus d'expériences dans ce sens-là. Et il y a beaucoup de données, notamment sur les volatiles et la communication. Il y a énormément de données, parce que là aussi, il y a des outils techniques qui permettent de faire ces analyses qu'on ne pouvait pas forcément faire avant. Et donc, il y a beaucoup de données qui sont arrivées et qui fait que le débat progresse. Il y a des questions qui sont quand même un peu plus, qui circulent plus. On arrive à en parler un peu plus. Et je dirais que ça progresse. Mais là, il y a depuis 2 ans, il y a ce gros rush sur la question de la conscience. Donc, en fait, c'est encore des blocages sur des mots. Et donc, je pense que là, il y a une grosse question culturelle vraiment qui se passe. Donc, je vous disais, moi, je travaille à l'heure actuelle avec des gens des sciences sociales. Donc là, on sort un papier là-dessus où on essaye de montrer comment, au cours de l'évolution, finalement, on peut voir, alors, avec les données actuelles, qu'il y a certainement une conservation d'un certain nombre de mécanismes, ce qui fait que finalement, on peut comprendre que les plantes aient des capacités équivalentes à des animaux. Et on essaye de mettre ça en parallèle, finalement, d'une part, avec le fait qu'il y a des blocages culturels liés à la culture biblique, à la culture depuis Aristote, qui positionnent justement ces plantes comme des organismes dits inférieurs. Et ça, la société, on est tous empreints de ça. Et on essaye aussi là, de travailler avec les anthropologues pour voir justement certaines autres sociétés, notamment les Indiens, mais aussi en Asie, ont des ongies complètement différentes. Ils pensent les relations entre les hommes et les plantes de façon complètement différente. Et certaines sociétés à Bornéo sont tout à fait capables de dire qu'elles communiquent avec des plantes et que les plantes sont capables de communiquer. Donc en gros, la science occidentale, je vais dire moderne occidentale, a une vision qui est très freinée par rapport à ça. Et il est intéressant de voir qu'il y a d'autres sociétés qui, par des approches différentes, qui nous paraissent difficiles à cerner parfois, ont un rapport au vivant, et notamment avec les plantes, qui est beaucoup plus ouvert et qui se rapporte finalement à des capacités qu'on commence à mettre en évidence. Dire qu'ils les utilisent, c'est pas la question, mais il y a certainement des choses à réfléchir et discuter donc avec ces autres ontologies, à comprendre, pour avancer nous aussi de notre côté sur notre vision de ces organismes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Dans cette réponse. Mais on attend la suite sur ces questions-là. Ah oui, il y a de quoi faire. Alors, pour tout vous dire, nous, on organise un colloque en novembre prochain sur ces questions, en élargissant le plus possible les horizons, donc avec des anthropologues, des sociologues, des artistes, des historiens. Voilà. Donc, on voudrait faire réfléchir beaucoup de gens sur ces questions parce que je pense que ce sera le meilleur moyen d'avancer. J'ai une question par rapport au colloque que vous venez d'annoncer. On pourra trouver d'autres informations complémentaires où, s'il vous plaît? Alors, c'est une bonne question. Enfin, ce colloque, il devait avoir lieu en fait la semaine dernière, mais il a été repoussé vu les conditions sanitaires. Donc là, il est prévu le, si je ne dis pas de bêtises, 26-27 novembre. Vous pouvez regarder, alors il n'est pas encore annoncé parce que ça a été repoussé, je vous dis, mais je fais aussi partie du Centre des politiques de la Terre de l'Université de Paris. Et donc, il sera annoncé sur le Centre des politiques de la Terre de l'Université de Paris. Il y aura des informations. Il sera aussi annoncé sur mon laboratoire, mais c'est peut-être, ce sera pas. Disons que je le monte avec le Centre des politiques de la Terre, ce colloque. Donc c'est plus là que vous aurez toutes les informations. Effectivement, ce colloque sera ouvert, il ne sera pas uniquement académique, il sera ouvert
En fonction des conditions, bien sûr, on veut le faire en présentiel, mais on fera en sorte qu'il y ait aussi du distanciel possible pour le suivre, ce colloque. Donc, il sera ouvert à tout public de toute façon. D'accord, merci. Et j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a beaucoup de laboratoires en France qui étudient justement l'intelligence animale ou c'est plutôt à l'étranger qu'on va retrouver des chercheurs L'intelligence animale? Animale, pardon, végétale. Ah, alors végétale, il n'y en a pas tant que ça, même sur toute la planète, hein, je vous dirais. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires dédiés à ça. Il y en a quelques-uns, hein, je veux dire. Stefano Mancuso en Italie, donc j'en ai déjà parlé, hein, de ses expériences ou du fait qu'il a créé l'association. Donc lui, il a un laboratoire qui s'appelle Laboratoire de neurobiologie végétale. C'est très clair. Moi, je suis affilié à son laboratoire aussi, on se connaît bien. Il y a le laboratoire de Paco Calvo en Espagne, à Murcia, qui est associé aussi au laboratoire de Stefano Mancuso. C'est quand même une petite communauté. Et lui, c'est un laboratoire d'intelligence minimale, en fait, qui dirige, hein, et il est plus cognicien, en fait, hein, mais il travaille beaucoup sur les plantes. Après, il y a des laboratoires aux États-Unis, mais je dirais qu'il n'y a pas forcément de laboratoire dédié à ça. Il y a des laboratoires qui étudient des comportements des plantes sur certaines choses, les capacités des plantes, mais dédiés directement à l'intelligence des plantes, en dehors de ces deux-là, j'en vois pas vraiment. Donc, voilà. Nous, on s'y intéresse, mais notre équipe, si vous voulez, c'est stress environnemental et plantes. Ça rejoint les choses, mais il n'est pas dédié à ça complètement, typiquement. D'accord, merci. Les étudiants, vous avez d'autres questions ou pas du tout? Comme je vois qu'il n'y a pas d'autres questions des étudiants, moi j'en repose une. Oui. Là, on assiste quand même dans le monde à une certaine uniformisation des cultures. Il y a aussi le développement des OGM, il y a un certain nombre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine urgence à développer vos recherches qui mettent quand même l'accent sur des choses qui jusqu'ici étaient largement ignorées dans la façon dont les plantes se développent, transmettent, vivent finalement un petit peu en société, par rapport à l'appauvrissement que peut apporter cette uniformisation des agricultures qui pourrait arriver à des conséquences aussi dommageables que dans le domaine de la biodiversité animale. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Pour moi, je dirais que c'est tout l'intérêt de ce champ de réflexion. C'est ça, c'est d'arriver à avoir une vision différente des plantes, donc de ces organismes, pour pouvoir gérer toutes les questions, que ce soit autour de l'agriculture ou des gestions forestières, de façon un peu différente, parce que c'est peut-être un peu lointain, mais finalement, des fois, les choses vont plus vite qu'on le croit. Il y a pas mal de réflexions qui se font à l'heure actuelle, et alors c'est pas forcément les biologistes, hein, les biologistes fournissent de l'information, je dirais, mais c'est plus au niveau des anthropologues qui ont une réflexion par rapport à ça et qui ont un certain succès. Je pense par exemple à Anat Singh, vous avez peut-être vu ses livres sur les champignons, et qui pose des questions sur le lien au vivant. Et donc il y a je pense qu'il y a quand même pas mal de mouvements autour des relations humains-non humains, de façon plus générale, mais donc qui bien sûr incorporent les plantes, qui se développent et qui émergent assez fortement. Et je pense que d'ailleurs, c'est plus au niveau des sciences sociales qu'il faut que ça avance, parce que c'est là qu'on pourra travailler plus avec les gens pour qu'ils comprennent et qu'ils s'adaptent et finalement qu'ils acceptent un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il faut bien sûr que les sciences biologiques continuent à défricher ce champ pour apporter de l'information par rapport à ça, mais c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est hautement interdisciplinaire, et je pense que les sciences sociales ont un grand rôle à jouer par rapport à ça. Mais il y a pas mal de gens qui s'y intéressent, hein. Natasha Myers donc, a une approche un peu différente, mais c'est une anthropologue canadienne. Il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens en France aussi qui travaillent là-dessus, et je crois qu'il y a j'ose espérer qu'il y a un mouvement émergent qui se fédère. Moi, je le vois. Moi, je viens d'être contacté justement là pour un projet de recherche, le fameux projet ANR de financement de la recherche en France, autour de ces questions-là. Et en fait, il y a 13 partenaires et je suis le seul biologiste. Tous les autres sont des gens des sciences sociales, des sciences de l'information
d'anthropologie, enfin, de gestion de territoire. Donc, voilà, c'est une question qui commence à diffuser et je pense qu'elle sera importante. Donc, nous, moi, je suis aussi responsable d'un master avec des géographes, donc gestion territoriale et environnementale. Et là, notamment, ils avaient un travail à faire auprès d'agriculteurs, on va dire traditionnels, pour voir un peu quels sont les freins par rapport à questions d'agroécologie, d'agroforesterie en région parisienne. Donc, ouais, c'est des questions qui sont quand même loin, mais on voit bien que ça ne va pas être si facile que ça de faire rentrer un certain nombre d'informations au niveau des agriculteurs, mais quand même, il y a quelque chose qui est c'est qu'ils ont une très forte sensibilité et ils ont des liens assez particuliers au vivant. Et donc, je pense qu'il peut y avoir une sensibilité à travailler si on apporte des éléments de façon positive et constructive pour tout le monde. En fait, c'est toujours le problème par rapport à ça. Voilà ce que je peux dire. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que vous faites la même chose avec l'IMI7 pour tout ce qui est intelligence Alors, non, on ne peut pas tout faire. Je ne doute pas un instant que ce soit pareil. Alors, il y a des travaux qui sont faits, alors pas sur les EMI7, les vrais champignons, mais sur les myxomycètes, des choses comme ça. Vous savez qu'il y a vraiment aussi des capacités qui ont été montrées qui sont tout à fait stupéfiantes par rapport à ce qu'on imaginait avant. Et je ne doute pas un instant que les champignons, si on regarde les propagations de signaux électriques et toutes ces choses-là, on trouvera des choses tout à fait équivalentes. Ça rejoint un peu le débat qu'on disait sur la fin, sur les questions de la conscience. On peut discuter du mot, de la définition du mot, mais la sensibilité à son environnement et la capacité à s'adapter, c'est vraiment une caractéristique du vivant et on le retrouvera partout. D'accord. Effectivement, plus les organismes sont développés, quelles que soient les voies, plus il y aura des choses un peu plus, peut-être un peu plus marquantes, comme si on prend l'homme avec son super cerveau et ses super aptitudes. Tous ces travaux-là ne sont pas du tout faits pour minimiser la place ou le rôle de l'homme. Ce n'est pas du tout l'objectif, comme certaines personnes tendent à le croire. L'objectif, c'est juste d'avoir une vision objective sur plus de possible, on va dire, par rapport aux organismes qui nous entourent. Et il y a une remarque qui me frappait, en fait, c'est un de mes collègues. Il y a quelque chose que je trouve assez frappant parce que, surtout en ce moment, il y a plein de programmes spatiaux, il y a des gens qui cherchent la vie à l'extérieur de la planète, etc. Et ils se posent la question, qu'est-ce qu'on va trouver comme forme de vie, etc. Mais en fait, on n'est pas capable de comprendre déjà et de bien étudier les formes de vie qu'on a sur notre planète. Je ne vois pas comment on arrivera à communiquer. On en est très très loin, même si on en trouvait une. On se pose des questions sur des formes de vie à l'extérieur de la planète. On met d'ailleurs, en passant des sommes en recherche sur ces questions-là, ahurissantes par rapport aux sommes disponibles sur la recherche, par exemple, dans le domaine végétal, alors qu'il y a des choses et des organismes autour de nous. D'abord, on ne connaît pas toute la biodiversité de notre planète et on n'est même pas capable d'étudier, en tout cas, on a des freins culturels à l'étude d'un certain nombre d'organismes autour de nous. Donc, c'est assez surprenant, cette position-là. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à l'extérieur. Ma question n'est pas là. C'est un rêve absolu de trouver la vie à l'extérieur. Mais c'est des questions. Mais il faut voir que ça mobilise quand même des énergies pour ces questions-là qui ne sont pas mobilisées par ailleurs. Et là, c'est aussi des questions, à mon avis, de sociologie culturelle assez intéressantes à creuser. Donc, merci pour votre réponse. Il y a un étudiant qui demande si vous pouvez parler de votre parcours. Mon parcours? Oui, si vous voulez. Alors moi, j'ai fait un BTS d'analyse médicale, voyez-vous. Et en fait, le médical me plaisait pas trop. En fait, j'aimais pas faire des piqûres aux souris, des trucs comme ça. Oui. Donc ça tient un peu de choses des fois. Hein. Après, j'ai fait une spécialisation en microbiologie industrielle. Donc, je travaille en station d'épuration sur des fermentations méthaniques. Je devais être embauché, j'ai pas été embauché, j'ai repris la fac. Et là, voulant pas travailler sur des animaux pour des raisons de sensibilité personnelle, ayant travaillé en microbiologie, je me suis orienté sur le végétal.
Et puis, mon parcours, il se trouve que on m'a proposé après de faire une thèse en utilisant des techniques d'électrophysiologie dont je vous parlais, donc des mesures de courant. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré là-dedans. Et j'ai fait une thèse sur un arbre qui s'appelle l'EVA brasiliensis, qui sert à la production de caoutchouc naturel. Donc, mon sujet, c'était de comprendre comment le sucre, qui est le précurseur du caoutchouc, rentrait dans les cellules qui synthétisaient ce caoutchouc. Voilà, c'était un sujet très appliqué sur un arbre tropical. Et donc, finalement, pour des questions de production, même si c'était de la recherche fondamentale. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aborder ces questions d'électrophysiologie. Alors, une anecdote que je dis souvent, c'est que moi, j'avais branché des électrodes sur mon arbre, et puis comme ça, quand je touchais les feuilles, il émettait des bruits, parce qu'en fait, dès que vous mesurez une différence de potentiel, vous mettez ça sur un ampli et vous pouvez faire de la lumière, du son, ce que vous voulez. Et donc, moi, j'avais mis un petit haut-parleur et je disais aux gens, dites bonjour à mon arbre. En fait, c'est une façon, j'ai réfléchi à ça a posteriori, mais c'est une façon finalement d'attribuer une sensibilité à ces plantes, et c'est quelque chose qui finalement m'a travaillé sans que je m'en rende compte d'une certaine façon, mais pour moi, travaillant sur tout ce qui était signalation, c'était une évidence, cette sensibilité. Et finalement, donc moi, j'ai été recruté à l'université et j'ai rencontré Stefano Mancuso dans un colloque. Je connaissais un peu ses travaux, on a discuté ensemble, et puis ça a été une évidence pour moi qu'il fallait continuer là-dessus. Et donc, ça fait donc 15 ans, presque 15 ans que je travaille avec lui et que je m'intéresse à ces questions. Donc voilà, parcours universitaire en fait. A-t-il d'autres questions? Merci pour votre réponse. Je ne pense pas. Enfin, j'ai un étudiant qui demande si vous étiez à Paris, je pense, par rapport à vos études. Oui, j'ai tout fait à Paris. Alors, si vous voulez les détails de l'affaire, travaillant sur un arbre tropical, en fait, normalement, je devais partir pendant 2 ans en Côte d'Ivoire, travailler en plantation. Mais il se trouve que pour des raisons tout à fait politiques, je n'ai pas pu partir. Donc, voilà pourquoi j'ai tout fait à Paris. Après, j'aurais dû aller travailler, c'est pareil, j'ai eu un poste au Cameroun en plantation aussi, sur ces questions de production de caoutchouc, mais là encore, pour des questions politiques et de stabilité politique, je ne suis pas parti. Et donc, je suis resté à Paris. Voilà, vous savez tout de mon parcours. Merci beaucoup pour vos réponses. Avez-vous d'autres questions? Je pense qu'il n'y a plus de questions. Oui, j'ai l'impression que vous avez répondu à toutes les questions. Tant mieux, tant mieux. Du coup, merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment très intéressant. Je trouve que ça donne vraiment à réfléchir à de nouvelles choses. Tant mieux. Très intéressant. Donc, je pense que voilà, vous avez beaucoup de merci dans les commentaires. Tant mieux. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Et donc, peut-être à une prochaine fois. Bonne journée à vous. Merci encore. Bonne journée. Au revoir.